Bonsoir, je vous remercie donc de m'accueillir ce soir pour cette conférence qui a trait donc au harcèlement scolaire. Alors, je fais partie effectivement du groupe RESIS, donc qui essaie de travailler sur tout ce qui est harcèlement scolaire, mais aussi tout ce qui est harcèlement, en fait, tout ce qui concerne le domaine de la jeunesse. Ça peut être les colonies de vacances, ça peut être les clubs sportifs. Donc on essaie d'intervenir dans tout ce qui encadre en fait des jeunes. Et aujourd'hui, RESIS existe depuis 2019. Donc il a été, alors je vais vous montrer les diapos, il faut que je pense à vous montrer les diapos. C'est une association qui a été créée par Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier, donc vous verrez une petite photo tout à l'heure. Et qui a été à l'origine, pour ceux qui connaissent, du programme phare à l'éducation nationale. Et donc on travaille aujourd'hui beaucoup avec tous les établissements scolaires en France, 22 académies. On a formé du personnel dans 22 académies. Et on se promène un petit peu partout en France, dans tous les établissements, du primaire au secondaire, pour former des équipes au sein de chaque établissement, afin de résoudre les problèmes de harcèlement scolaire. Alors, voilà. Donc le titre de cette conférence, c'est « Harcèlement, intimidation entre élèves, comment aider son enfant ?» Alors on va traiter un petit peu, effectivement, on va voir la définition de harcèlement scolaire, on va voir ce que c'est. On verra un petit peu comment aussi on peut, en tant que parent, peut-être détecter les problèmes de harcèlement et puis aider aussi les enfants dans ces situations. Mais on parlera aussi d'une méthode qui a été développée par RESIS, qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, justement qu'on essaie de développer dans les établissements. C'est une méthode qui fonctionne très bien. On a beaucoup de recul aujourd'hui avec cette méthode, puisqu'on a à peu près entre 80 et 90% de taux de résolution des cas de harcèlement scolaire grâce à cette méthode. Donc on a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il y a encore des établissements qui ne sont pas formés, et on voudrait que tous les établissements en France aient des équipes qui soient formées justement à détecter et à traiter les cas de harcèlement scolaire. Alors on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc vous avez Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier. Jean-Pierre Bellon, c'est un prof de philo. Marie Cartier, c'est une prof agrégée de lettres qui se sont rencontrés parce que chacun, de leur côté, travaillait sur le harcèlement scolaire. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont formé effectivement cette association qui s'appelle RESIS. Jean-Pierre Bellon, il a repris une méthode scandinave, la méthode PICAS. Donc c'était un psychologue scandinave, Anatole PICAS, qui avait, dans les années 70, commencé à travailler sur le harcèlement scolaire et proposé déjà une méthode non blâmante pour régler les problèmes de harcèlement scolaire. En France, il a fallu attendre les années 2010-2011 pour qu'on commence à parler de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que les premières assises sur le harcèlement scolaire en France, c'est 2011. Donc on était très très en retard sur les traitements de harcèlement scolaire par rapport à tous les pays du nord de l'Europe. On était tellement en retard que ça n'existait pas en fait, le harcèlement scolaire en France. Personne n'en parlait, c'était quelque chose qui passait complètement sous les radars. Et donc il faut attendre un petit peu justement que Jean-Pierre Bellon s'en soit emparé et vienne en France avec la méthode adaptée pour pouvoir mettre en place, justement, trouver des solutions contre ce harcèlement scolaire qui, on s'en est rendu compte, est un vrai fléau, en fait, et quelque chose de très important auquel, justement, on essaie de mettre fin en travaillant, justement, avec cette méthode. Alors, vous avez une belle photo de moi également, là. Donc, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est François Poisson. Donc, moi, je suis psychopédagogue. J'ai des cabinets sur Paris. Et je suis par ailleurs enseignant à l'université Paris 8 à l'UFR de psychologie. Donc je travaille sur la parentalité. Et je reçois pas mal en cabinet aussi des jeunes qui sont eux-mêmes victimes de harcèlement. Et donc j'ai rejoint le groupe RESIS parce que je me suis rendu compte qu'effectivement le harcèlement scolaire, la seule
possibilité qu'on a de résoudre le harcèlement scolaire, de trouver des solutions, c'est à l'intérieur des établissements. Et c'est vraiment là qu'on peut œuvrer, parce qu'à l'extérieur de l'établissement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas vraiment agir, on peut aider, mais on ne peut pas vraiment agir. Alors, on verra donc plusieurs points, si vous voulez bien. Donc on verra dans un premier temps, on va essayer de définir ce que c'est que le harcèlement scolaire. Je ne vais pas me mettre devant parce que vous n'allez rien voir. On va vraiment donner une définition sur laquelle maintenant tout le monde est d'accord, hein, pour vraiment essayer de repérer aussi et de comprendre son fonctionnement. Le rôle de l'adulte face au harcèlement scolaire est extrêmement important, il est même essentiel. Et puis, on va essayer de voir comment on peut aider son enfant dans les cas de harcèlement. Et puis, on parlera aussi de cyberharcèlement, puisqu'aujourd'hui, c'est un prolongement du harcèlement, hein, qui est aussi très développé. Alors d'abord, on va commencer par la définition du harcèlement. Alors, premier critère du harcèlement, c'est quelque chose qui est répétitif. On parlera de harcèlement à partir du moment où un groupe, de façon répétée, s'en prend à un autre, une autre personne, un autre enfant. D'accord ? Donc on a vraiment cette idée de répétition. On a l'autre idée, c'est la disproportion des forces, c'est-à-dire qu'on a toujours un groupe plus ou moins constitué, un groupe à géométrie variable, c'est ça aussi qui représente un petit peu la difficulté du harcèlement, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes dans le groupe, hein, ça tourne, hein, mais en tout cas on a vraiment une disproportion des forces et l'incapacité pour la cible, c'est-à-dire l'enfant victime, de se défendre par elle-même. D'accord ? Et puis on pourrait rajouter, même ici dans ce triptyque, on pourrait rajouter un point, c'est l'absence d'une intervention adulte, qui fait que le harcèlement peut s'enquister, peut se développer, et puis peut prendre des proportions assez importantes. D'accord ? Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment, les points importants, c'est quelque chose de répétitif, donc on a quelque chose dans la durée, il faut que ça dure un certain temps, et puis il faut vraiment que ce soit un groupe contre un individu. Le harcèlement individuel, il existe. Hein. On peut avoir deux enfants qui ne s'entendent pas ou un enfant qui peut être méchant envers un autre, mais on ne réglera pas le problème de la même façon. Hein. On n'est pas dans ce qu'on appelle la définition du harcèlement scolaire. D'accord ? Là, c'est des propos, des termes individuels qu'on va régler différemment. Mais ce n'est pas proprement dit, ça ne correspond pas à la définition du harcèlement scolaire. D'accord ? Donc le harcèlement scolaire, dans sa définition, il y a la notion de groupe, qui est essentielle. Chacune des composantes de l'intimidation suppose l'omniprésence du groupe. Et ça, c'est vraiment important. Quand on pense harcèlement scolaire, il faut toujours penser groupe, parce que c'est lui qui alimente le harcèlement scolaire. C'est le groupe qui fait le harcèlement scolaire. Sans le groupe, le harcèlement disparaît, on en reparlera tout à l'heure. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de harcèlement scolaire ? Parce que c'est quelque chose effectivement d'assez varié. Donc là, vous avez quelques exemples, mais bon, vous les imaginez bien, ces exemples. Hein. Ça peut être un surnom qu'on donne à un élève, qui au départ peut-être n'est pas forcément un surnom méchant, mais qui peut devenir quelque chose de très lassant. Après, on peut rigoler, on peut ricaner. Ça peut être des rumeurs aussi qu'on répand sur un élève. Des jets d'objets, ça c'est très fréquent dans les classes, voilà, des crayons, des boulettes de papier, etc. Des coups, plus ou moins forts. Ça peut aller à des simples petits coups de coude, mais de façon répétée, à des coups de poing, qui peuvent aller jusqu'à des coups de poing assez forts. Hein. Ça peut être des nez cassés, ça peut être voilà, des bleus, jusqu'à des violences. Je suis allé dans un établissement un jour, il y avait un élève on lui avait mis la tête dans les toilettes, hein, on lui avait tapé la tête dans les toilettes, hein, donc il s'était ouvert l'arcade sourcilière, enfin, voilà, ça peut aller très loin. Donc ça peut être du coup en passant jusqu'à vraiment quelque chose de très grave. Des exclusions, alors je ne sais pas si on voit bien, il y a des petits plis sur le drap, des exclusions, alors là l'exclusion c'est quand on va exclure un jeune du groupe. Hein. L'exclusion, l'exemple qu'on prend souvent, c'est le jeune qui va à la cantine, et puis personne ne veut de ce jeune à sa table. Hein, c'est dégage, mange pas avec nous, ou on le bloque, ou
On fait en sorte qu'il n'ait pas accès au groupe. D'accord ? Et des moqueries. Alors les moqueries, ça peut être des moqueries sur le physique, des moqueries sur des notes, des moqueries sur des habits, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Hein. D'accord ? Et bien évidemment, aucun de ces items n'exclut les autres. Tout ça, ça peut être cumulatif. D'accord ? Des insultes. Et puis ça peut commencer avec des petites insultes et puis aller très loin, puisqu'aujourd'hui, très vite, on le voit hein, dans les cas de harcèlement, ça va très rapidement sur « va te suicider ». T'as rien à faire sur Terre. Voilà, on arrive très vite à ça aujourd'hui, et c'est des messages qui sont répétés, et qui sont en plus répétés à travers les réseaux sociaux, hein, de façon très importante. D'accord ? Alors, le harcèlement, il va toucher les filles comme les garçons, de manière à peu près équivalente, mais pas de la même façon. Chez les filles, on aura plus de harcèlement psychologique, et chez les garçons, ça sera plus de harcèlement de violence physique. Mais la proportion est la même. On a à peu près le même nombre de filles que de garçons, sachant qu'aujourd'hui, les statistiques nous disent quand même qu'on a plus d'un élève par classe qui est victime du harcèlement. Hein. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose quand même d'extrêmement important, avec un pic au moment du collège. Hein, c'est là où on a le plus de harcèlement. Ces classes de 4e, hein, surtout où on a beaucoup, c'est là où on a le plus de harcèlement, 4e, 3e à peu près pareil, puis après à partir du lycée, seconde, première, ça commence à redescendre. Hein. Mais ça commence vraiment à grimper à partir du CM2. Là, on voit déjà pas mal de cas de harcèlement en primaire. Et puis le collège, c'est un petit peu les années de tous les dangers pour les élèves. Ça correspond à la période de l'adolescence où le jeune a le plus besoin d'identification au groupe. Et comme le harcèlement, c'est un phénomène de groupe, eh bien, et les jeunes le disent, hein, si je ne suis pas dans le groupe, je vais me faire harceler. Donc il faut coller au groupe. Il faut une reconnaissance du groupe. Donc si on se retrouve dans un groupe de harceleurs, on fonctionne avec eux, on se reconnaît dans eux. Et donc ça correspond vraiment à cette période-là. Et puis on verra un petit peu justement que n'importe quel jeune peut se retrouver un jour face au harcèlement, que ce soit dans le camp de la victime ou dans celui des harceleurs. Ça c'est clair. Et puis ça peut aussi, un jour, un élève harcelé peut devenir harceleur et un élève harceleur peut devenir harcelé aussi. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Alors, donc, encore une fois, ce qui vraiment va déclencher tout ça, c'est l'effet de groupe. Et c'est pour ça que dans cette méthode que l'on utilise, la MPP, la méthode de la préoccupation partagée, on va essayer de travailler justement à défaire ce groupe. Alors, l'effet de groupe, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Aujourd'hui, il y a eu un psychologue aux États-Unis qui s'appelait Ash. C'était début des années 50, 51, je crois, il a fait cette expérience. C'était l'élève de Milgram. Je ne sais pas si vous dit quelque chose, Milgram. C'est un des psychologues américains les plus connus pour avoir fait des expériences sur l'influence de l'autorité sur l'individu. L'expérience de la blouse blanche. Il y a un film de Costa Gavras, d'ailleurs, dans lequel on voit cette expérience, où on voit un étudiant qui doit en interroger un autre qui est en face de lui sur une chaise, et quand l'étudiant donne une réponse fausse, il lui envoie une décharge électrique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'expérience de Milgram. Et puis il va jusqu'à tuer en fait le cobaye, puisque c'est le médecin qui est à côté de lui qui lui dit « si, allez-y, allez-y ». Et donc on voit ici que c'est un acteur, il ne l'a pas tué dans les faits, mais on voit jusqu'où est capable d'aller l'individu, justement, sous le couvert de la blouse blanche, de l'autorité. Et donc, il avait un élève qui s'appelait H, qui va, lui, travailler sur l'influence du groupe sur l'individu. Donc là, on est vraiment au début des années 50. Et il a, sous prétexte d'un test d'optique, il va voir comment fonctionne l'individu par rapport à un groupe. Alors,
je vais vous montrer ce test. Donc, vous avez une barre témoin, qui est la barre X, et on doit dire laquelle de la A, de la B ou la C est identique à la barre X. D'accord ? Donc l'idée, c'était vraiment de faire croire qu'on avait juste un test visuel pour voir si on voyait bien. Il a pris 9, c'était entre 9 et 15, je ne sais plus exactement, enfin bon, c'est pas grave, 9 et 15 personnes entre 17 et 25 ans, on va dire 9. Et puis ce test-là, il l'a fait de façon répétée, hein, il ne l'a pas fait qu'une seule fois, il leur a fait passer sur différents schémas comme ça à chaque fois. Et il avait donc sur les 9 étudiants, il avait 8 complices et un élève candide, un étudiant candide. Et donc au départ, tout le monde jouait le jeu en disant c'est la barre qui correspond, c'est la bonne. Et puis arrive un moment donné où les 8 étudiants complices ont commencé à dire la barre équivalente, c'est la barre A. Et ils disaient tous la barre A. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'élève candide, il a dit quoi? Il a dit c'est la barre A qui est équivalente à la barre X. D'accord? Alors, ce test, il a été fait et répété vraiment souvent, sous différentes formes, mais à chaque fois, la conclusion, elle est claire et on retrouve les mêmes résultats. Le groupe a une influence déterminante sur l'individu, qui va même à l'encontre des convictions de l'individu. Même quand il y a une évidence, quelque chose qui n'est pas contestable, on est capable de dire autre chose, parce que le groupe dit autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un besoin chez l'individu d'appartenance au groupe qui est clair, qui a vraiment été démontré. Et puis, je vous dis, c'est une expérience qui a été faite sous plein de formes, et on va retrouver toujours la même chose, toujours, quel que soit l'âge de la personne. Donc, on s'appuie vraiment là-dessus pour dire que l'enfant, d'autant plus qu'il est jeune, qu'il a un besoin d'identification encore plus important, eh bien, il va être presque comme contaminé, en fait, c'est presque une contamination par le groupe, par ce besoin d'appartenance, et surtout ne pas être différent. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que l'ado, il est persuadé d'être différent, de se distinguer, alors qu'en fait, il a un besoin d'identification plus fort que tout à cette période-là. D'accord ? Et donc, on est bien ici dans la tendance à absolument vouloir rejoindre le groupe, à ne pas être différent, et ça, quel que soit l'âge, et encore plus marqué, effectivement, chez les enfants. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand un enfant il est dans une classe, on va dire, vertueuse, où on a plutôt des élèves qui sont empathiques, qui sont plutôt sympas, donc le groupe va fonctionner sur quelque chose de plutôt positif, et donc celui qui va rentrer dans le groupe, il va plutôt être entraîné aussi vers ce positif. Quand on a dans une classe un groupe qui mène un peu la vie dure, qui n'est pas facile et puis qui est dominant, on va vouloir rentrer dans ce groupe-là pour ne pas être soi-même la victime et puis pour adhérer à quelque chose. D'accord ? Donc ça veut dire que la constitution du groupe, elle se fait par rapport à l'individu. Et dans le harcèlement, c'est exactement ce qu'on trouve. C'est vraiment une mécanique que l'on trouve. Alors ça, c'est un des points sur lesquels on s'appuie, sur lequel s'appuie donc la théorie justement du harcèlement, c'est-à-dire que le groupe, il est prégnant sur l'individu et il est extrêmement difficile de s'en défaire. Et une autre chose également, c'est l'analyse de la philosophe Hannah Arendt, qui, en 1951, a écrit un essai qui s'appelle... alors là, vous avez juste la crise de l'éducation, oui, parce qu'en fait, c'est dans un essai qui s'appelle la crise de la culture, et vous avez donc une partie, c'est la crise de l'éducation, qui traite, et elle essaie de réfléchir, en fait, de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en 1950, parce qu'on a une baisse du niveau, et personne ne comprend pourquoi. Et elle essaie de comprendre ce qui se passe, et elle analyse, à travers donc, cet essai, justement le comportement des enfants et l'absence des adultes, en fait, puisqu'on avait une désertion de l'autorité dans les années 50 aux États-Unis, dans les écoles, et elle a compris ce fonctionnement. Donc je vais vous lire le texte, parce que je ne sais pas si vous le voyez bien. Quant à l'enfant dans ce groupe, dans le groupe d'enfants, il est bien entendu dans une situation pire qu'avant,
car l'autorité d'un groupe, fût-ce un groupe d'enfants, est toujours plus forte et beaucoup plus tyrannique que celle d'un individu, si sévère soit-il. Si l'on se place du point de vue de l'enfant pris individuellement, on voit qu'il n'a pratiquement aucune chance de se révolter ou de faire quelque chose de sa propre initiative. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte soit par le conformisme, je me conforme au groupe, soit par les délinquances juvéniles, et souvent par un mélange des deux. Ce qu'elle nous dit ici, Hannah Arendt, c'est que la loi de l'enfant est bien plus terrible que la loi de l'adulte. S'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de cadre posé par l'adulte, les enfants, vous les laissez entre eux. Je peux vous assurer qu'ils vont essayer un petit peu tous les types de régimes politiques. Les enfants, c'est inventif. Ils vont essayer la démocratie, démocratie participative. Ils vont faire même des élections parfois entre eux, pour savoir qui est le chef. Mais ça se termine toujours de la même façon, par une dictature. Et par une dictature terrible, qui va se traduire par des exclusions, par des coups, etc. Bon, il y a d'autres œuvres sur ce thème qui ont été écrites aussi, comme je pense à Sa Majesté des Mouches de Golding, par exemple, qui traite justement de ce monde d'enfants. Et on sait que l'absence d'adultes, c'est le champ ouvert au harcèlement, et pas que dans le milieu scolaire, mais au harcèlement, c'est-à-dire la domination du groupe sur un individu qui va chercher un bouc émissaire et qui va lui faire les pires misères. D'accord ? Donc il y a cette réflexion-là aussi, et donc cette réflexion-là, elle nous amène à dire qu'il y a une nécessité à l'école d'avoir une autorité avec des règles des adultes pour éviter justement de se retrouver avec des enfants livrés à eux-mêmes dans la cour de récréation, par exemple, sans adultes qui peuvent s'amuser à harceler un autre enfant. Donc la place de l'adulte dans le harcèlement scolaire, il est essentiel. Et l'absence d'adultes, on le voit, regardez dans les établissements scolaires, où se passent les scènes de harcèlement. Dans quel lieu ? Là où il n'y a pas d'adultes. Dans les toilettes, dans les bus scolaires. Il y a énormément de harcèlement dans les transports scolaires. Et là, il y a un conducteur, il ne peut rien faire. Et en plus, il faut qu'il regarde la route quand même. Dans les cours de récréation, les endroits un petit peu cachés. Donc là où il n'y a pas d'adultes. Et l'absence d'adultes, et c'est ce que nous dit Hannah Arendt, amène justement au développement de ce type de comportement. Et donc c'est essentiel de retrouver justement une autorité à l'école avec la place des adultes pour éviter ce type de problème. Alors, vous me dites si je vais trop vite ou pas, je ne sais pas. Non, c'est bon. N'hésitez pas à lever la main quand même si ce n'est pas le moment. Faites-moi coucou s'il y a un problème. Alors, on va parler maintenant du terme, justement du choix du terme harcèlement. Parce que pour nous, c'est un vrai problème, mais ça a été une vraie réflexion dans les années... ça a commencé dans les années 90, parce que ce qui se passait, c'est qu'on voyait autour de nous nos voisins européens qui commençaient à travailler sur le harcèlement scolaire. Sauf qu'ils ne parlent pas le français partout, et ils avaient choisi des mots propres à cette situation. Et nous, en France, dans les années 90, on s'est dit qu'est-ce qu'on va choisir comme mot pour parler de ce harcèlement scolaire qui commence quand même à nous interpeller. On commençait un petit peu à s'en occuper. Et on a été choisir un terme qui nous vient du monde adulte. Parce que dans les années 90 aussi, on a commencé à parler du harcèlement au travail. Et on s'est dit, ça ressemble. Donc, on va prendre harcèlement. D'accord ? Sauf que harcèlement, c'est un terme qui vraiment correspond à un type de harcèlement, donc, mais dans le monde adulte, et pas du tout dans le monde enfant. C'est-à-dire qu'on plaque le monde adulte sur le monde enfant. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le mot harcèlement dans le monde adulte, tout de suite, quand on parle de harcèlement au travail, par exemple, c'est quand même quelque chose de grave. Il y a des conséquences qui sont aussi graves, ça peut aller jusqu'au suicide. Je me souviens, il y a quelques années, dans une grosse entreprise de télécommunications française, il y avait eu beaucoup de harcèlement, il y avait eu des suicides. Et on s'est dit, on va prendre ce terme de harcèlement pour les enfants. Donc, aujourd'hui, quand on parle de harcèlement scolaire, tout de suite, on voit un truc énorme. On
On se dit, ouais, harcèlement scolaire, c'est très grave, ça va jusqu'au suicide. On a quelque chose tout de suite de très très grave. Ça veut dire que quand on parle de harcèlement, on est déjà dans une situation très avancée en fait. Et on n'est pas du tout dans les situations où débute le harcèlement. Ça veut dire que ça ne nous permet pas, ça nous aveugle quelque part sur tout ce qui est départ du harcèlement. Et donc c'est prendre en considération simplement des situations qui sont déjà graves. Et ça ne nous permet pas de traiter les situations en amont. Et c'est dommage, parce que c'est très important de prendre ces situations bien en amont. Alors, il y a différents termes qui sont utilisés par d'autres pays. Par exemple, on a chez les anglo-saxons le terme de bullying, qui a été développé aussi par les pays scandinaves, qui traduit, lui, en fait, c'est l'idée qu'il y a un groupe, mais avec un leader, ou deux, qui sont, grosso modo, des délinquants, des délinquants en herbe, tout du moins, qui vont amener le groupe à harceler d'autres élèves. Donc on a l'idée que ces jeunes, d'ailleurs c'est ce qui est dit dans certaines études, enfin, ces jeunes sont des délinquants en herbe, au final, et qu'ils sont étiquetés déjà. Voilà. C'est des jeunes qui posent problème, qui poseront toujours problème. Et c'est un peu gênant quand même, parce que quand vous avez un gamin à la maternelle, enfin on va dire même en primaire, si vous voulez aller en gamin en CM, qui est un peu harcelant, on va lui dire, lui, plus tard, il va aller en prison. Hein. C'est quand même grave. Donc ce terme de bullying, là, ne nous convient pas vraiment, parce que c'est quand même c'est du déterminisme quelque part, et ça ne permet pas à l'individu de changer. Donc c'est quand même très gênant. Il y a le terme de mobbing aussi qui est utilisé. Alors le terme de mobbing, lui, va désigner, c'est un terme qui vient de l'éthologie, vous savez, c'est l'étude des animaux, du comportement animal, et ça désigne un groupe qui va littéralement fondre sur un autre pour aller jusqu'à le tuer. Un groupe, ce que j'ai pu voir d'ailleurs, un jour je l'ai vu, des poules qui s'étaient réunies et qui allaient en tuer une autre. Quoi. Il y avait vraiment un groupe pour tuer un autre individu. Donc dans mobbing, il y a vraiment l'idée de groupe contre un individu incapable de se défendre tout seul contre le groupe. Donc nous, on est plutôt dans cette logique-là. Et puis, il y a le terme intimidation. Alors c'est celui qu'on a choisi, intimidation. C'est un terme qui est utilisé dans d'autres pays, en particulier au Québec, parce que justement, dans intimidation, vous voyez, on a déjà l'idée que dès le départ, quand un élève se fait rabrouer, moquer, etc., on est déjà là. Alors que harcèlement, s'il se moque un peu, c'est pas grave. Si, c'est grave. D'accord ? Donc le terme d'intimidation, il regroupe plusieurs choses. Donc en désignant le phénomène par un terme fort, donc harcèlement, identique à celui qu'on utilise pour évoquer la violence entre adultes, on prend un double risque. Donc risque de plaquer sur le monde des enfants et des adolescents ce que l'on sait du harcèlement adulte, et risque de laisser aux professionnels la possibilité de se demander est-ce que c'est du harcèlement ? Alors ça, c'est une question qui pose un vrai problème. Est-ce que c'est du harcèlement ? Et c'est justement risquer de minimiser la situation. Oh non, c'est pas du harcèlement, il se moque un peu de lui. Et la question que nous on pose, c'est pas ça, c'est est-ce que l'élève est en souffrance ? Est-ce qu'il est en souffrance ? C'est la question qu'il faut se poser. Si l'élève n'est pas en souffrance, il n'y a rien à dire. Mais si l'élève souffre, et que c'est parce qu'on se moque un peu de lui, peut-être pas tant que ça, mais c'est ce qu'il ressent qui compte. Et donc, on essaie quand on travaille avec les équipes contre le harcèlement, on leur dit de ne plus se poser la question « est-ce que c'est du harcèlement ?» De se poser la question « est-ce qu'il est en souffrance, l'élève ?» Et s'il est en souffrance, on ne peut pas le laisser. On ne peut pas le laisser en souffrance. Donc il faut faire quelque chose. Parce que nous, ce qui nous paraît peut-être, avec notre vision d'adulte, être une chicane entre gamins, c'est pas grave, ça va aller. Peut-être qu'on a un enfant qui va vraiment pas bien, en fait, et qui le vit très très mal. Donc on préfère vraiment toujours se pencher sur la victime pour l'aider, déjà, dans un premier temps, et puis pour savoir où il en est dans sa souffrance, justement, pour pouvoir l'accompagner. Parce que
C'est du harcèlement, c'est pas du harcèlement, on va passer combien de temps aussi à réfléchir dessus? On ne fait rien pendant ce temps-là. Hein. Donc c'est la prise en charge de la victime qui nous préoccupe d'abord. Et c'est quelque chose, ça, d'assez nouveau, hein, parce que, et encore aujourd'hui, hélas, hein, souvent les premières préoccupations, c'est les harceleurs. Alors, on va s'en occuper, mais la victime, souvent, s'en occupe pas. Hein, alors qu'une des grosses priorités, c'est s'occuper de la victime. Et ça, c'est extrêmement important. On peut pas, et notre objectif à Rhésis, c'est de ne jamais laisser une victime seule à sa souffrance. C'est vraiment notre objectif. Autre chose également pour lequel on se bat, parce qu'en fait on a des a priori tous, je dirais que c'est tout à fait, c'est tout le monde, moi-même, enfin tous, on a eu des a priori sur le profil des enfants harcelés et sur le profil des enfants harceleurs. Parce que ça fait partie d'une espèce d'imagerie traditionnelle et qu'on peut entendre un petit peu partout, hein. Enfin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est de dire que l'enfant harcelé, c'est souvent ils sont petits en taille, ils sont maigrichons, ils n'osent pas regarder dans les yeux. Alors cela, c'est le profil du harcelé. Hein. Ou alors il est gros, ou alors il est, je sais pas, très grand, ou voilà, il a une différence physique. Ceux-là, ils se font harceler. Et les harceleurs, c'est toujours des petits malins qui veulent faire leur intéressant devant les autres, qui sont, voilà. On a vraiment cette idée-là. Alors, ça pose aussi un problème. Ça veut dire que si on a ces stéréotypes en tête, on va passer à côté de plein de situations. J'étais dans un collège l'autre jour, et puis il y avait une enseignante, qui par ailleurs était maman, et qui me disait que son fils avait été harcelé, alors que, justement, il n'avait pas du tout le profil de l'élève harcelé, quoi. Elle me disait qu'il était en pleine forme, sportif, beaucoup d'amis, ça marchait bien à l'école, il avait une bonne personnalité. Et elle me disait qu'ils avaient mis du temps à s'apercevoir qu'il était harcelé parce que tout le monde se disait « mais non, il ne peut pas être harcelé, lui c'est impossible, et puis il va bien ». Puis en fait, ça n'allait pas si bien que ça. Hein. Donc on voit qu'un élève qui n'a absolument pas le profil d'élève harcelé peut l'être. Le harceleur, ça peut être aussi n'importe quel élève. À partir du moment où on raisonne en termes de groupe, moi j'en ai vu beaucoup, j'en ai reçu beaucoup, des jeunes qui sont harceleurs, ils peuvent être super gentils. Hein. Ça peut être des jeunes mais vraiment sympas, qui n'ont jamais posé de problème, qui sont serviables à la maison, qui sont même sympas avec leurs camarades à l'extérieur. Il y en avait un jour qui harcelait son meilleur ami presque à l'école, alors que quand il se voyait en dehors, il était charmant avec lui. Vous voyez, hein, parce qu'à l'école, il se retrouvait dans le groupe et il fallait qu'il tienne sa place dans le groupe. D'accord ? Donc, ça aussi, il faut absolument qu'on cesse avec ces stéréotypes de élève harcelé, élève harceleur. Ça peut être tout le monde. Et ça, il faut vraiment en être conscient et c'est très important parce qu'encore une fois, si on ne se dit pas ça, on va passer à côté de plein de situations et on est encore une fois dans une espèce de déterminisme psychologique qui n'a aucun sens. Et on le voit très bien, des élèves... Alors, il y a certains élèves, on va me dire, ouais, mais comment ça se fait-il que certains élèves, ils sont harcelés en primaire et ça continue en collège? Alors oui, c'est vrai. Et là, on arrive quand même à quelque chose, c'est triste, hein, mais c'est vrai qu'un élève qui se fait harceler adopte une posture qui, là, devient détectable par les autres. Il se trouve plus en retrait, il n'ose pas parler, il n'ose pas regarder, et le groupe va sentir ses faiblesses et il va avoir plus de chances à ce moment-là d'être à nouveau victime. Et puis vous savez ce qui se passe aussi maintenant, qui est absolument terrible dans les établissements scolaires. Dans un collège, un élève
va être victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, voilà, d'accord ? Les parents disent, on le retire de l'établissement parce que c'est pas possible, il va pas bien du tout, hein, il faut le retirer de l'établissement. Donc on le met dans un autre établissement, et quand il arrive, il est attendu, parce que les réseaux sociaux ont anticipé sa venue, il y avait des copains qui savaient qu'il allait venir dans cet établissement, et ils l'attendent, et ils vont le harceler. Donc ça, c'est des phénomènes aussi qu'on trouve. Donc c'est très grave, et il faut impérativement aussi, dans ces cas-là, l'intervention de l'adulte. Donc, il n'y a pas d'élèves harcelés, il n'y a pas d'élèves harceleurs. On est vraiment dans des configurations qui sont liées à l'influence du groupe et d'une situation à un moment donné, qui fait qu'on peut se retrouver dans une situation ou dans une autre. On peut se retrouver dans le groupe des harceleurs parce que, et je l'ai entendu plusieurs fois, parce que moi, je n'ai pas envie de me faire harceler. Je n'ai pas envie, parce que je sais que si je ne participe pas, je ne suis pas dans la meute, ils vont venir me chercher. Donc on préfère être du côté des plus forts. Alors que c'est des jeunes qui, franchement, sont gentils. Ce n'est pas des psychopathes, ce n'est pas des délinquants, c'est des jeunes qui sont très gentils, mais qui se retrouvent pris par le groupe à faire des choses qui sont épouvantables. Et même, regardez l'expérience de H, même si il se rend compte, même s'il sait que ce n'est pas bien, qu'il ne devrait pas le faire, le groupe va pousser derrière, le groupe va pousser à le faire. Alors, dans le harcèlement, il y a un truc qui est essentiel, c'est le rôle des adultes. Il est essentiel, en particulier dans les établissements scolaires. L'adulte, il doit incarner plusieurs choses. Il doit incarner des valeurs, il doit être présent et attentif. Il doit tendre une main secourante aux élèves cibles. Alors nous on parle d'élèves cibles, hein, cibles de harcèlement ou d'intimidation. Et il doit avoir une démarche éducative à l'égard des élèves intimidateurs. Alors ça c'est vrai pour, je dirais au niveau éducatif en général, hein. Ça dépasse même la problématique de harcèlement. Un adulte, c'est quelqu'un qui doit représenter pour un enfant une certaine stabilité, une certaine sécurité. Vous savez que dès tout petit, dès la naissance, il y a un système d'attachement qui se met en place entre les donneurs les caregivers, on dit les donneurs de soins, alors en général c'est les parents, et l'enfant. Et l'enfant va effectivement développer toute de stratégie d'attachement par rapport aux parents, et il a besoin de cette sécurité-là pour pouvoir après évoluer dans le monde. Plus grand, c'est la même chose. Plus grand, l'enfant, il a besoin d'un cadre sécurisant. Et ce cadre sécurisant, il passe par l'adulte, uniquement par l'adulte. Ce n'est pas avec ses pairs qu'il va trouver ce cadre sécurisant. Et ce cadre sécurisant, c'est justement un adulte fort, enfin fort, en tout cas qu'il sent fort, qu'il sent solide. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand autour de lui, par exemple dans un établissement scolaire, il a des adultes qui sont fuyants, qui ne veulent pas s'occuper de son cas, etc., c'est une catastrophe. Il n'a plus d'adultes repères, il n'a plus personne à qui aller parler. Donc aucune protection. Donc ça, c'est extrêmement important. Le rôle aussi des adultes dans l'établissement scolaire, et le dessin l'illustre bien, vous voyez, c'est le gamin, il est dans des sables mouvants et il ne peut pas s'en tirer tout seul. Hein. On l'a vu dans le cadre du harcèlement scolaire, celui qui est ciblé par les intimidateurs, seul ne peut rien faire. Il a besoin d'un adulte ou d'adultes pour l'aider à s'en sortir. Sans les adultes, il n'y arrivera pas. Et ça, c'est extrêmement important. Déjà, donc, dans nous, ce qu'on propose, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est la prise en charge de la victime, déjà, d'écoute de la victime. Et vraiment, quand je dis écouter, c'est prendre son temps. C'est pas simplement, on la reçoit 5 minutes. On prend son temps pour l'écouter, pour voir ce qu'elle ressent. Et déjà, quand vous recevez quelqu'un et que vous l'écoutez, vous le comprenez, vous lui dites que vous le comprenez, déjà, l'oreille d'un adulte, pour un enfant, ça va être déjà une première bouée de sauvetage. Donc, dans cette démarche éducative,
Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qui souffre. Pour nous, c'est le plus important. Qui souffre, qui est isolé, qui subit l'effet de groupe. Donc on va vraiment être attentif à ça. C'est la première chose. D'accord ? Et donc on va essayer de créer, alors c'est un terme qu'on emploie aussi en psycho, hein, on crée une alliance entre le patient et le psychologue, mais on doit faire la même chose, créer une alliance, c'est-à-dire un lien de confiance. Il faut qu'on crée un lien de confiance en tant qu'adulte avec l'élève cible. Ça se passe dans les établissements scolaires, donc il faut des gens qui soient formés à ça. D'accord ? C'est notre travail de former les gens pour ça. Donc, prise en charge des victimes au sein de l'établissement. Donc, on les prend au sérieux, on les écoute. Et quand je dis écoute, c'est pas simplement on les entend, mais vraiment, enfin, on les écoute avec attention. On ne fait pas semblant, hein, d'accord ? Et on va les sécuriser en leur promettant confidentialité, qu'aucun camarade ne sera au courant, etc. D'accord ? Parce que ça, c'est une des premières demandes des élèves qui sont victimes de harcèlement, c'est de dire, mais si les autres le savent, ça va être pire. Ils ont peur des représailles, hein. Ça, ils le disent toujours. Hein. Donc, on doit leur apporter un soutien et une confidentialité absolue. D'accord ? Et ça, les groupes qui sont formés dans l'établissement savent le faire et travaillent bien, justement, comme ça. Et je vous assure que ça permet d'avoir déjà un grand soulagement de la part de l'élève qu'on écoute, qu'on entend, qu'on dit oui, on te comprend, effectivement, ça va être très difficile ce que tu vis. Et déjà, ça change beaucoup. L'élève, quand il ressort déjà de cet entretien, il est déjà un peu mieux, il a déjà un peu changé. Et je peux vous raconter un truc quand même incroyable. C'est un jour, un élève qui était victime de harcèlement, il a été reçu comme ça, et on l'a écouté longtemps, ça a duré plus d'une heure largement. Et quand il est ressorti, il allait beaucoup mieux, et comme l'élève victime, on le revoit tous les jours quasiment, hein, dans certaines situations, le lendemain, il nous dit bah, c'est bizarre, il me harcèle déjà beaucoup moins, il m'embête beaucoup moins. C'est incroyable. Le fait d'avoir pu parler, ça lui a donné déjà une autre posture, et les autres s'en sont rendus compte. Donc il est extrêmement important d'écouter une victime, c'est essentiel. Donc les accompagnants, en leur offrant une écoute empathique, et renforcer leur confiance en elles-mêmes, etc. Alors bon, ça c'est un peu plus long, plus compliqué, parce que les ressources qu'on peut trouver en soi-même, c'est difficile. Donc il faut qu'il y ait des adultes. Alors, justement, c'est la méthode PICAS, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, d'Anatole Pikas, qu'on a repris à Résis. Et c'est, alors pour moi et pour Résis, ce qui est très important, c'est de vraiment se dire que c'est une méthode, oui, mais c'est surtout une éthique. Hein, c'est vraiment un mode de pensée, et se dire que l'être humain, il peut s'améliorer, on peut l'aider, et on n'est pas obligé de sanctionner forcément pour aider justement tout le monde. Hein. Alors, les intimidateurs, c'est-à-dire les harceleurs, si vous préférez, on considère que ce sont des jeunes gens en formation, donc ils sont susceptibles de progrès. Ils peuvent changer. On ne considère pas qu'ils agissent de façon intentionnelle, mais parce qu'ils sont pris dans un processus qui leur échappe, dans un piège. C'est-à-dire qu'on considère que les harceleurs sont eux-mêmes piégés par le groupe et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on a quand même des témoignages de jeunes qui viennent vraiment confirmer ça, qui disent « Heureusement que vous êtes venus nous aider pour sortir de cette situation-là, parce qu'on ne s'en sortait pas et on voulait arrêter, mais on n'y arrivait pas. » Dans la méthode, et ce qui est très important, c'est qu'on va procéder à tous les entretiens avec les jeunes, mais de façon individuelle. L'idée, c'est de casser le groupe. Jamais on ne reçoit des élèves en groupe. Jamais. Parce que recevoir des élèves en groupe, ça veut dire qu'ils reçoivent tous le même message au même moment, et ils vont ressortir avec un groupe encore plus fort. Donc c'est pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment de les diviser. Et donc de réindividualiser les élèves, parce que, on l'a vu tout à l'heure, le phénomène de groupe, c'est justement l'individu qui va se conformer au groupe. Donc l'idée, nous, c'est de faire l'inverse. Alors, autre chose, justement, ici, qui est extrêmement important, que je n'ai pas encore évoqué, c'est, et justement qui est dans le titre de cette méthode, c'est
faire partager sa préoccupation. L'adulte doit dire au harceleur qu'il est très inquiet pour la victime, on va lui dire son nom, Isabelle, voilà, je sais pas, elle va pas bien. Tu as remarqué qu'elle n'allait pas bien, je suis très très inquiet pour elle, hein, mais vraiment très inquiet. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Est-ce que tu as une idée de comment tu pourrais l'aider? On fait appel à l'empathie du jeune. Donc on fait vraiment l'inverse de tout ce qui est message de haine, de violence, etc. On fait appel à ce qu'il y a de plus humain chez l'individu pour qu'il puisse sortir par le haut d'une situation qui est au final intenable pour lui. Et en plus, il va aller aider la personne qui était finalement sa victime. Donc il y a une idée de réparation aussi dans cette méthode-là. D'accord ? Il ne s'agit pas d'être gentil avec les harceleurs. On n'est pas là pour leur dire qu'ils sont gentils. Mais on leur envoie un message très ferme en leur disant qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser la situation comme ça. D'accord ? Mais on fait appel à l'humanité, à l'empathie d'un individu qui a pu faire des choses pas très sympas, mais il est en formation, c'est un jeune, il va pu faire des erreurs. Et donc là, on peut lui proposer une solution pour en sortir et pour faire cesser le harcèlement. C'est une méthode qui marche, je peux vous dire, à l'avoir testée, etc., c'est incroyable. Plus en plus, quand on pratique ça en primaire, ça marche, mais alors, c'est incroyable, c'est-à-dire que les situations de harcèlement, elles peuvent être résolues dans la journée, voire dans l'heure. Et puis après, au collège, très souvent, en une semaine et demie, tout est fini, voire plus rapide. Les jeunes, vraiment, il y en a pas mal qui se disent on change, allez, on arrête tout et on va aider la personne parce qu'effectivement, ça ne va pas, elle n'est pas bien, effectivement, et donc on va l'aider. Et vraiment, encore une fois, on est dans des taux de résolution qui sont à plus de 80%, donc ça marche vraiment très très bien. Donc, voilà, c'est une méthode non blâmante qui résiste justement à l'injustice qu'on trouve dans la sanction. Parce que dans les sanctionner un groupe, on n'a pas encore trouvé la solution. Alors, justement, le problème de la sanction. Parce que ça, c'est souvent, et les gouvernements Attal, par exemple, en a beaucoup parlé. D'abord, est-ce que la sanction est efficace dans le cadre du harcèlement? Alors, ce qu'on sait, c'est que, et ce qu'on peut se poser comme question, c'est, est-ce qu'elle va mettre fin au harcèlement? On exclut un élève 3 jours, il revient. Est-ce que le harcèlement ne va pas reprendre? Si, il y a toutes les chances. D'accord? Est-ce qu'on ne va pas renforcer très souvent? Après une punition, il y a représailles de la part des harceleurs, donc ça renforce le harcèlement. Et donc, l'utilité de la sanction, ici, on ne la voit pas vraiment, sinon qu'elle peut empirer la situation. Donc ça pose un vrai problème. Deuxième point, on punit qui? C'est un phénomène de groupe, le harcèlement. Vous allez en punir un, il va dire « mais c'est injuste ». Lui, là, il a fait autant que moi, voire pire que moi. Donc, je trouve la sanction injuste, donc je risque d'aller me venger après. Et comme la sanction, on ne peut pas sanctionner un groupe, c'est interdit, on ne peut pas punir un groupe à l'école. Et donc, il faut punir une personne, sauf que comme c'est un phénomène de groupe, il va trouver ça injuste, obligatoirement. Quelle est la sanction la plus adaptée à une situation de harcèlement? Comment faire pour que la sanction ait un effet réparateur? C'est pareil, c'est très compliqué. Donc on voit que dans la situation de harcèlement, la sanction n'est pas une réponse immédiate à la résolution du harcèlement. Au contraire, la sanction peut entraîner justement des représailles et il n'y a jamais de réponse positive à la sanction. Donc il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre solution.
L'intérêt d'une approche non blâmante, c'est la nôtre. Alors encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est contre les sanctions, hein. Ce n'est pas du tout ça, on n'est pas laxiste dans cette méthode. S'il doit y avoir sanction, il y aura sanction, hein. Si vraiment c'est grave, s'il y a des faits avérés pour un individu, il peut y avoir sanction. Mais c'est parce qu'on sait que la sanction, ce n'est pas efficace. Donc il faut trouver autre chose. Donc cette méthode non blâmante, donc elle évite, à la cible de subir les représailles, déjà, et ensuite, on évite de figer la situation comme définitivement conflictuelle, on favorise la réparation par les pairs, les auteurs. D'accord ? Et encore une fois, on voit des situations se régler rapidement et définitivement. Et là, il n'y a pas de représailles, puisqu'on n'a accusé personne. Alors, est-ce que la sanction peut avoir un caractère réparateur ? Alors, il y a un philosophe, Paul Ricoeur, qui considérait que la justice était en échec chaque fois que deux conditions n'étaient pas remplies. 1, la reconnaissance de l'institution. 2, une réparation de la part des auteurs. D'accord ? C'est ce que... c'est Paul Ricoeur, mais c'est un discours sur lequel tout le monde est d'accord. Et donc la MPP, elle s'efforce de remplir ces deux conditions. Donc la rencontre avec l'élève cible avec un soutien sans réserve, on le croit, on l'écoute, et des intimidateurs qui sont en situation d'apporter réparation. Quand on sanctionne, parce que j'insiste un peu sur la sanction parce que c'est important, parce qu'on en parle immédiatement quand on parle de harcèlement. Une sanction, c'est une réponse à un acte, d'accord ? Atteinte aux personnes, aux biens, manquement grave aux obligations des élèves, c'est-à-dire qu'il y a un acte qui a été détecté avec un individu bien précis, ça a été constaté, et là, il peut y avoir sanction. Et encore, parfois, je discutais avec un chef d'établissement qui me disait « ouais, mais c'est plus compliqué que ça ». Et effectivement, mais bon, on peut déjà se baser là-dessus. C'est-à-dire que c'est une réponse à un acte et un individu, une sanction, d'accord ? Et la sanction, elle ne peut pas être collective. C'est interdit dans le Code de l'éducation. On ne peut pas donner de sanction collective. Et puis surtout, comment donner une sanction collective à des gens qui ne font pas tout à fait la même chose, qui ne sont pas là tous au même moment ? C'est injuste, et c'est vrai que c'est injuste. Donc on ne peut pas, enfin c'est très compliqué de sanctionner quand il y a des cas de harcèlement. Sauf quand ça va trop loin, quand c'est effectivement, il peut à ce moment-là y avoir une sanction. Donc la sanction, c'est attribuer à l'élève des responsabilités de ses actes, c'est rappeler le sens et l'utilité de la loi, d'accord ? Et donc, dans certains cas, il peut y avoir sanction. Donc en tout cas, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la méthode de la préoccupation partagée n'est pas incompatible avec la sanction, d'accord ? Mais c'est une méthode qui vient en amont de la sanction si elle est nécessaire. On essaie de trouver une solution par une méthode non blâmante, qui permet à tout le monde, et surtout qu'il n'y ait plus de harcèlement. Quand on n'arrive pas à trouver de solution, on essaie de trouver des solutions avec les enfants, les élèves, etc. Et puis ça continue, ça dure. Donc là, il va falloir mener une enquête, et puis effectivement, on va être amené à sanctionner à ce moment-là. Donc, la sanction, c'est un acte individuel constaté. La méthode de la préoccupation partagée, c'est une inquiétude pour une victime, d'accord ? Et donc, on voit bien ici qu'une sanction ne peut pas faire disparaître l'inquiétude des professionnels pour la victime. Si on sanctionne, on risque d'avoir des représailles, donc ça risque d'être pire. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on peut aider son enfant ? Là, c'est un autre volet. Vous voyez que là, on a vu tout ce qui est, enfin, pas en détail, mais on a vu comment on peut travailler dans les établissements scolaires, comment on peut résoudre des situations des établissements scolaires avec une détection assez tôt, justement, des signaux, jet d'objets, ricanement, etc. D'accord ? Mais ça, c'est au sein de l'établissement scolaire. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on est un peu démunis en tant que parents parce que le harcèlement, il se passe à l'école. Et donc, on n'est pas dans l'école et c'est compliqué d'agir. L'élève, l'enfant, eh ben, il a plein de craintes, plein de peurs qui s'installent quand on est harcelé. Il a peur, par exemple, des représailles. Il a peur il peut avoir honte, il peut craindre de ne pas être pris au sérieux. Voilà, il y a plein de choses qui s'installent en lui qui font que l'élève, il est finalement tout seul. Il se retrouve vraiment seul. D'accord ?
Je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que moi, je n'arrive pas à lire. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Oui, c'est ça, il a du mal à se débrouiller tout seul. Et puis, ce qu'on trouve aussi, c'est qu'il a souvent aussi peur de ses parents. Mais il a peur de les décevoir souvent. En disant je ne suis pas capable de me défendre tout seul, donc je suis faible. Et souvent, ils n'osent pas le dire à leurs parents, parce qu'ils ont peur de représenter un enfant faible et que ses parents ne vont pas être fiers de lui parce qu'il n'est pas capable de se défendre. Donc c'est des gamins qui se retrouvent vraiment dans des situations... Alors il y en a heureusement qui en parlent à leurs parents, mais il y en a beaucoup qui le disent. Moi, je ne veux pas le dire à mes parents parce que... il y en a un qui disait justement il disait j'ai peur de me faire fâcher. Il a peur que ses parents soient fâchés, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors que c'est lui la victime, d'accord ? Et puis ils ont honte d'être ce qu'ils sont, puisque c'est le stéréotype de la persécution. Ce qu'on retrouve aussi, c'est des enfants qui quand ils sont harcelés, ils sont persuadés que c'est de leur faute. Non, mais si je me fais harceler, de toute façon, c'est que finalement, je l'ai bien mérité parce que... Et j'ai reçu un gamin comme ça, moi, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était avant les grandes vacances, mais il me disait sans arrêt, non, mais si je me fais harceler, c'est de ma faute. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je dis des blagues qui ne sont pas drôles. Je dis, et alors? Parce que j'ai embêté je ne sais pas qui. Donc c'est normal, je ne suis pas très bien comme élève. Ils prennent vraiment la faute sur eux. Ils considèrent qu'ils ont fait une faute et que finalement, c'est normal qu'ils se fassent harceler. Donc, ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne sert à rien. Donc, ce qui fait souffrir les enfants, c'est les brimades, les réactions des personnes qui sont à leur côté. Alors, les copains, alors c'est des gens qui sont vraiment de leur côté. Copains, enseignants, parents. En voulant bien faire, en fait, on leur fait du mal. Souvent, parce qu'on leur dit des choses, finalement, on ne se rend pas compte de la portée que peuvent avoir les mots sur eux, et des choses comme, par exemple, des parents qui disent « mais ne te laisse pas faire, allez, tu sais, tu vas voir, tu lui donnes un coup de poing, tu règles l'affaire quand même, j'entends ça. Comment tu peux les laisser te parler comme ça? Fais comme si tu n'entendais pas, ignore-les. Essaie de te faire des amis. Alors ça, j'aime bien ça, j'ai entendu plusieurs fois. Essaie de te faire des amis. Comme si on pouvait décréter de se faire des amis comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme tombe amoureux de machin. Non, on ne tombe pas amoureux comme ça. Pas sur commande. Peut-être que tu devrais faire quelques efforts pour t'intégrer. N'exagère pas. Ou alors, mais qu'est-ce que tu as encore été faire? Tu as dû faire un truc pas très sympa quand même pour qu'ils te fassent ça. Voilà, c'est des choses qu'on peut entendre, d'accord? Donc, mais c'est pas franchement méchant de la part des parents. Parce que c'est un peu naturel de dire, défends-toi, quoi, allez. Ouais, mais le gamin, s'il ne peut pas se défendre, qu'est-ce qu'il va se dire? Je suis nul, j'y arrive pas. J'ai même eu un papa qui disait, ouais, mais moi, j'ai eu la même chose que toi, ça n'a pas duré longtemps, je leur ai cassé la figure, ils auraient été tout de suite. Mais le pauvre gamin, lui, il va se retrouver au collège, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas assez fort, je suis nul. Donc il a honte. Donc on les met dans une situation encore plus difficile, vous voyez, sans vouloir vraiment lui nuire à l'enfant. Je pense que quand on lui dit, par exemple, réagis, dis quelque chose, ou ce qu'on entend beaucoup, c'est ignore-les. Comment vous ignorez des insultes, des coups, Comment c'est possible? On ne peut pas l'ignorer, c'est impossible. Donc tout ça, sous forme de conseils, finalement, ne font que renforcer le malaise et le mal-être de l'enfant. Et quand on est parent, justement, ça c'est des mots qu'il faut absolument éviter de prononcer à un enfant. Mais vraiment. Donc, les conseils qu'on peut donner, c'est de ne jamais minimiser la souffrance de l'enfant. On peut considérer que la situation, elle n'est pas grave et qu'il ne doit pas souffrir beaucoup. Ce qui est important, c'est le ressenti de l'individu, de l'enfant, et que peut-être que nous, de l'extérieur, on trouve que la situation n'est pas grave, alors que l'enfant peut souffrir beaucoup de cette situation. Donc il faut l'écouter et essayer de voir où il en est dans son malaise, dans son mal-être.
Donc, pas de reproche, pas de conseil. On ne donne pas de conseil à quelqu'un qui est en souffrance. Tout ce qu'on va lui donner comme conseil, ça va être des mauvais conseils. On veut bien faire. Hein. Moi, je vois les enseignants, souvent, ils essaient de donner des conseils. C'est normal, c'est leur boulot. Ils font que ça toute la journée, donc ils sont habitués à conseiller les enfants. Mais non, là, il y a des situations où on ne donne pas de conseils parce que si l'enfant n'est pas capable de suivre ses conseils, ça va être pire que tout. D'accord ? Donc, ce dont il a besoin, c'est d'une écoute et de se dire, voilà, mes parents m'écoutent. Ils comprennent ma souffrance. Et c'est ça dont il a besoin. Considérer qu'il est fragile en soi, qu'il a un problème en soi psychologique ou autre, qu'il est différent, que c'est le problème. Donc on n'a pas non plus à considérer ça. Par exemple, dire qu'il est harcelé parce qu'il est petit ou il est faible, non, rien ne peut justifier le harcèlement. Et en plus, ça peut-être, mais alors rien à voir. Il y a des gens, des petits qui n'ont jamais été harcelés, des grands qui n'ont jamais été harcelés, voilà, d'accord ? Donc il n'y a pas à se poser la question de pourquoi est-ce qu'il est harcelé. Il y a un problème, il ne va pas bien, je suis à 100% avec lui, je l'écoute, d'accord ? Et je lui dis, écoute, moi je suis adulte, je vais prendre en charge, je vais voir ton établissement, etc. Puis lui poser la question, qu'est-ce que tu veux toi ? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ? Réfléchir avec lui. Mais il a besoin en tout cas qu'un adulte prenne les choses en main et pas lui donne des conseils à lui. Donc, apporter un soutien qui ne dévalorise pas davantage, d'accord ? Bien lui dire, je comprends, ça doit être difficile pour toi. Vraiment, je comprends ce que tu vis, c'est horrible, c'est pas admissible. Il faut vraiment lui dire qu'on le comprend. Écouter sans donner de conseils dans un premier temps, parce qu'après, quand on réfléchit avec lui, et qu'il a peut-être des idées pour s'en sortir, on peut le guider, d'accord, mais dans un second temps. On respecte le point de vue de l'enfant, sa perception, son ressenti. Moi, ce que j'utilise au cabinet, c'est un thermomètre. J'ai un thermomètre, sur un dessin de thermomètre de 0 à 10. Et puis, c'est le thermomètre du bonheur. 0, je suis le plus malheureux des enfants. 10, je suis le plus heureux des enfants. Et je leur demande de pointer les petits où ils en sont sur le thermomètre. Ça permet de voir où en est sa souffrance, en fait. Et vraiment se dire, il va vraiment pas bien, quoi, le pauvre, c'est horrible. Parce qu'on a tendance aussi, en tant que parent, à minimiser pour ne pas, finalement, soi-même souffrir. Et donc se dire, ouais, c'est pas si grave que ça, quand même. Alors que peut-être que le ressenti de l'enfant, il est fort. Hein. Alors il y a aussi pour les tout petits des smileys sur lesquels il peut pointer pour voir lui ce qu'il ressent. Parce que c'est ça qui est important, ce n'est pas la situation, les faits qui sont importants, c'est ce que ressent l'enfant qui est important. Mais c'est vrai pour un enfant, mais un adulte, c'est la même chose. Hein. C'est ce que ressent la personne, sa perception à elle. C'est ça qui est le plus important. Et pas la nôtre, parce que nous, on peut avoir une perception complètement différente. Donc, il faut que les parents aussi, parce que ça, c'est pas toujours évident, quand je parle de relation d'alliance, les parents me disent « bah ouais, c'est notre enfant, on l'a obligatoirement », mais non, hein. Surtout chez les ados, hein, c'est compliqué. Donc, il faut qu'ils ressentent, et c'est ça qui est important, une fiabilité totale de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que l'adulte, il est à 100% pour lui, donc son parent. Il faut lui dire, je suis derrière toi à 100% et je t'aiderai jusqu'au bout. C'est ça dont il a besoin. Ce n'est pas de dire fais ci ou fais ça. Il a besoin de sentir que ses parents sont forts. Donc la solidité émotionnelle de l'adulte, qui doit montrer son empathie, qui est capable de tout entendre sans s'affoler. C'est pas « oh là là là, c'est affreux ce qui t'arrive et tout, on devient dingue ». Non, il faut lui montrer qu'on est des parents, voilà, qu'on écoute et qu'on est capable de réagir en raisonnant. Mais quelle que soit la situation, pour l'enfant, c'est très important pour son développement émotionnel de sentir qu'il a des parents quand même qui sont présents. Hein, des enfants dont les parents, enfin présents, ils sont là, mais on ne s'occupe pas de lui. Hein. Les enfants qui ont des parents qui ne s'occupent pas de leur enfant ont des développements émotionnels très compliqués, hein, c'est clair. Hein. Donc il a besoin d'avoir des gens voilà, qui ont une assise. Pas de conseils, donc ça on vous dit vraiment aux parents, ne donnez pas de conseils à votre enfant. Et puis ce qu'on fait, on apprend à faire ça quand on est psychologue aussi, c'est à reformuler toujours ce que dit l'enfant.
Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet à l'enfant d'entendre ses propres mots, et puis ça permet de vérifier qu'il a bien dit ça et pas autre chose. Hein. Donc n'hésitez pas à reformuler, ça permet d'entretenir aussi la discussion et de voir si vous avez bien compris. Et puis, bien lui dire, écoute, là ce que tu me dis, tes camarades, ils ne seront pas au courant. Je leur en parlerai pas, à l'école, on fera en sorte que personne ne soit au courant, donc tu ne risques pas des représailles. D'accord ? Donc la relation d'alliance parent-enfant, ça veut dire qu'on va vers l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit venir jusqu'à vous, c'est vous qui êtes adulte, et c'est à l'adulte d'aller vers l'enfant pour qu'il ne s'en sente plus seul. Parce qu'une des caractéristiques justement psychologiques de l'enfant harcelé, c'est ce sentiment de solitude. C'est un grand sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'il est seul et qu'il a l'impression que personne ne va l'aider, qu'il ne s'en sortira jamais, et donc ça peut mener, oui, dans le pire des cas, à des suicides parfois. Parce qu'on est dans l'impasse totale, et on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Alors, j'ai noté un numéro quand même aussi très important, que vous connaissez peut-être, c'est le 3018. Donc c'est pour tous les jeunes qui sont victimes de harcèlement. C'est une plateforme où vous avez des gens qui vont, dans un premier temps, être dans l'écoute. Ils vont vraiment écouter et puis éventuellement dire ce qu'il faut faire à l'enfant, prévenir des adultes, etc. Dans le cyberharcèlement, on a deux scénarios. Alors, il y en a un pour les établissements scolaires sur lequel il est plus facile d'agir que l'autre. Le scénario 1, c'est quand le harcèlement commence à l'école et il se prolonge par du cyberharcèlement. C'est-à-dire que, je sais pas, on va se moquer d'un élève à l'école et puis on va continuer sur les réseaux sociaux. Mais on a un noyau de départ dans l'établissement. Donc ça veut dire que là, au niveau de l'établissement, on a quand même beaucoup plus de moyens d'agir, puisque ça a commencé dans l'établissement. Donc on peut, à l'aide du groupe ressources MPP, là on peut prendre en charge. En revanche, ce qui est compliqué, c'est quand du cyberharcèlement vient dans l'établissement. C'est-à-dire quand ça commence à l'extérieur et que ça entre dans l'établissement. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de monde dehors qui harcèle que de monde à l'intérieur. Donc les établissements scolaires sont beaucoup plus démunis devant ce type de scénario. Alors, quand ça commence dans l'établissement, moi je l'ai vécu en direct parce que j'étais en formation, j'allais faire une formation dans un établissement, c'était près de Lyon, où quand je suis arrivé, il y avait un cas de cyberharcèlement. Mais ça avait commencé à l'école. Hein, donc il y avait des élèves ciblés, tout avait commencé à l'école. Et donc avec le chef d'établissement, on a rédigé un courrier, un mail qui a été envoyé à tous les parents, de tous les élèves de l'établissement, avec un rappel à la loi de ce que risquaient les élèves, etc., de dire que les adresses IP des téléphones pouvaient être remontées par la police, etc., etc. On a envoyé tout ça aux parents. Et comme je faisais une formation sur 2 jours, donc déjà le lendemain, sur les téléphones, il n'y avait plus rien, ils avaient tout effacé, et puis après, ça a complètement cessé. Donc, quand c'est vraiment dans l'établissement, je pense que voilà, le chef d'établissement, il peut vraiment faire plus facilement. Mais quand ça vient de l'extérieur, franchement, c'est très compliqué. Donc, le chef d'établissement, il peut être conseil auprès des parents. Mais après, c'est plus difficile. Après, éventuellement, s'il y a des sanctions pour des choses avérées, mais c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, voilà, on a vraiment ce phénomène, soit d'abord dans l'établissement, soit à l'extérieur, et ça rentre dans les établissements. Ça peut passer d'un établissement à l'autre aussi, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il y a du harcèlement, du cyberharcèlement qui suit l'élève d'un établissement à l'autre. C'est terrible, hein, ça veut dire que l'élève, il ne s'en sort plus. Hein. Il y a le scénario de la photo qui va être transmis à un camarade ou une camarade, ce qu'on appelle un nude, et qui peut être à l'origine du harcèlement à l'école. Alors, les nudes, là, ou le sexting aussi, on va le voir, c'est quelque chose, mais je ne pensais pas que c'était aussi fréquent. Moi, je vois des ados, j'en vois tout le temps, et puis j'ai des cas, mais maintenant, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Et l'autre fois, j'étais avec un groupe de jeunes, j'étais une trentaine, et puis je leur ai demandé, je dis, qui a déjà fait ça Ils ont tous levé la main, ils ont tous fait.
Moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont tellement habitués, les jeunes, à utiliser leur téléphone pour tout, que même dans le cadre de la séduction, etc., on va l'utiliser aussi de cette façon-là. Donc, j'ai eu un cas, c'était la semaine dernière, mais lui, c'est le jeune qui avait transmis la photo à un copain en disant « Tiens, c'est la photo de ma copine, mais surtout, tu la gardes pour toi. » Et évidemment, il a balancé ça à tout le monde dans le collège. Et le premier donc, qui a envoyé la photo, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais les conséquences que ça peut avoir au niveau de la loi? On t'a expliqué, etc. Il me dit, bah, non, il me dit, c'est pas très grave. Je dis, elle est où, cette jeune fille, là, maintenant? Je dis, elle est toujours dans le collège. Il me dit, oui, puis ça va. Enfin, il ne se rend pas compte du tout des conséquences que ça peut avoir, mais pas du tout, quoi. Et la jeune fille, je ne sais pas dans quel état elle est, mais ça doit être terrible pour elle, hein. Donc ça, les photos, les vidéos, aujourd'hui, hélas, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc c'est le sexting, hein, c'est ce que vous avez là. Donc c'est-à-dire qu'on a une photographie qui est confiée ou prise dans le cadre d'une relation intime, sexting primaire. Donc ça c'est tout à fait légal, hein, il n'y a rien de répréhensible, on a le droit d'envoyer une photo de soi à quelqu'un, c'est pas puni par la loi, hein, il n'y a pas de problème. La photographie est par trahison sortie du cadre intime, et la photographie est réexpédiée de façon virale par ceux qui l'ont reçue, sexting secondaire. Et donc, la révélation de la photographie devient à l'occasion d'un harcèlement, le mobbing. Ça veut dire qu'on va avoir, dans ces cas-là, une rapidité de diffusion absolument incroyable. Ça veut dire que ça va être très très vite, et surtout, ça va se traduire par des messages d'insultes envers la personne. Alors, je vous passe toutes les insultes qui peuvent être dites sur, en général, ces jeunes filles plutôt. Donc, et puis, ça va très vite, et c'est des situations qui sont très graves. C'est-à-dire qu'on constate que ces situations-là entraînent un état dépressif fulgurant chez la personne qui peut aller très rapidement au suicide. Donc c'est des situations qui sont extrêmement graves, ces photos, parce qu'on imagine que, là en l'occurrence je pense à cette jeune fille, elle a envie de disparaître. Hein. Elle a envie de disparaître. Parce que partout où elle va dans l'établissement, elle peut imaginer que tout le monde l'a vue, cette photo, que ses parents l'ont vue, enfin, c'est un truc de dingue. Donc on peut bien imaginer qu'elle se sente complètement seule, et que voilà, il n'y a personne pour l'aider, et que c'est honteux, enfin, ça doit avoir une honte terrible. Hein. Donc c'est des situations qui sont vraiment très graves. Et là aussi, dans le cadre de la MPP, on préconise vraiment une prise en charge immédiate avant tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au courant de sexting, par exemple, la priorité des priorités, c'est de prendre en charge l'élève cible, hein, et de ne pas le laisser sortir de l'établissement seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les parents qui viennent chercher, etc. Parce que ça peut se jouer en 1 heure ou 2 au drame le plus terrible. Et on a eu des cas, hein, c'est pas... Donc, le sexting, c'est aujourd'hui effectivement quelque chose, encore une fois, de vraiment courant, quoi. C'est vraiment étonnant, hein, c'est vraiment quelque chose de très courant. Et alors, il y a certains établissements qui font de la prévention sur justement tout ça, et puis on va avoir des associations aussi qui vont venir parfois. En fait, on a constaté que tout ce qui était prévention moralisante n'avait aucun effet en fait sur les jeunes. C'est-à-dire leur dire « faut pas faire ça, c'est pas bien », ça n'a aucun effet. Il y a même des études assez récentes qui ont montré que ce type d'intervention dans les classes suscitait des effets de groupe qui pouvaient déclencher le harcèlement. Donc ça a un effet pervers en fait. Ce qu'il faut impérativement que les jeunes sachent, en tout cas, c'est qu'il y a un article, il y a un code pénal, et que c'est quelque chose de grave.
Donc ici, on n'est pas là pour faire la morale, mais leur rappeler que c'est effectivement une peine d'emprisonnement, une amende, et qu'on a quelque chose d'extrêmement grave dans cette situation. Donc c'est comme si on vous dit griller un feu rouge, c'est mal, bah, il ne se passera pas grand-chose, hein, c'est parce qu'on risque une amende qu'on va s'arrêter au feu rouge. Bon, je schématise, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que tout ce qui est dans le harcèlement, et en particulier celui-là, leçon de morale, ça ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas du tout non plus, alors on peut en parler, de toute façon c'est jamais négatif, mais de dire attention, ne fais jamais ça à son enfant, ne te prends jamais nu en photo, etc. C'est pas mal de le faire, hein, mais on s'aperçoit que ça a très peu d'impact sur l'enfant en fait. Que l'enfant, il va, même si on lui a dit, il va être pris dans ce jeu de séduction via l'image, le téléphone, et puis si en face, on lui dit bah, « si tu le fais pas, machin, je m'en vais », enfin, il va le faire. Donc il risque de se retrouver dans cette situation-là. Donc voilà, c'est des situations qui sont très compliquées parce qu'effectivement, on est dans le cadre de l'utilisation d'un outil qui banalise complètement l'image en fait. Et la banalisation de l'image entraîne chez le jeune une inconscience des conséquences. Quand on avait peu d'images, on savait l'impact de l'image que l'image pouvait avoir, mais aujourd'hui la multiplication de l'image fait qu'on ne se rend plus compte de l'impact de l'image sur le psychisme ou sur la vie de l'individu. Et donc c'est quelque chose qui est complètement banalisé, mais qui peut être catastrophique effectivement chez le jeune. Alors ça se fait même chez les adultes. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a des... Je peux vous même dire une anecdote quand même qui est forte, hein. Franchement celle-là c'était incroyable. Au ministère, il y avait une cellule qui s'occupait justement de tout ce qui était cyberharcèlement, et il y a un des responsables qui s'est amusé à faire du sexting. Alors heureusement c'est resté assez limité, mais bon, vous voyez, le gars il s'occupait de ça, il l'a fait quand même. Enfin, donc des jeunes, c'est compliqué de se dire qu'ils vont raisonner et ne pas le faire. Hein. Donc la victime du sexting, c'est effectivement 3 blessures. C'est 1, la trahison de celui en qui on avait confiance, première chose. C'est-à-dire si je te donne une photo de moi dénudé, c'est que je te fais confiance, et donc là, on est complètement trahi déjà, première chose. 2, c'est une honte absolue d'être exhibé aux yeux de tout le monde. Vraiment tout le monde, puis ça peut aller jusque à sa famille, etc. Et puis, à l'école, ce qui est terrible, c'est que tous les yeux de tous ses camarades vont se diriger vers cette personne, et tout le monde va se moquer d'elle. Vous imaginez l'horreur, quoi. Comment il est possible le lendemain de retourner dans l'établissement, quoi. Comment c'est possible de faire face à tout ça? Donc c'est pour ça qu'on est dans des situations d'extrême urgence pour ces jeunes. Et donc on est, effectivement, c'est des situations où on est complètement dans le silence, sachant que quand les adultes sont au courant, et alors là je ne vais pas en parler, mais dans le process phare, ça a été développé par Jean-Pierre Bellon, c'est les ambassadeurs, les élèves ambassadeurs, et là ils ont un vrai rôle à jouer justement dans la détection du cyberharcèlement, parce qu'eux sont dans les cercles déjà, et ils peuvent voir des choses, et donc là ils ont un vrai rôle à jouer. Et le rôle de l'adulte, c'est justement la protection de la victime. Et je le disais tout à l'heure, il est indispensable de prendre immédiatement le jeune en charge dans l'établissement scolaire. On ne peut pas le laisser seul repartir chez lui, c'est pas possible. Donc dès qu'on est au courant, c'est urgence absolue dans ces cas-là. Et donc là, après, il y a tout un travail de reconstruction du jeune, et là, il faut passer aussi par des psychologues, parce que c'est un travail de reconstruction très long et très très difficile. Parce que ça peut être une estime de soi complètement dégradée, et qui peut avoir des conséquences aussi à très long terme. Il est à craindre que la victime ne reçoive de tous côtés des messages négatifs. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que, mais ça c'est pareil, c'est naturel. Un parent qui va être au courant de ça, qu'est-ce qu'il va dire tout de suite à son enfant? Mais qu'est-ce que tu as été faire, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait une photo de toi de nu? Mais c'est pas possible de faire des trucs pareils. Hein.
quand on fait ça, vous faites vraiment là un truc pas terrible pour son enfant, parce que déjà il est tellement mal qu'on en rajoute une couche. Donc, priorité absolue à un élève victime, c'est de lui dire « tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute des autres ». Ça, c'est le message absolu à délivrer. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal. Et c'est vrai, hein, il n'a rien fait de mal a priori. Hein. Il a le droit de le faire. Ce n'est pas un truc puni par la loi. Ce sont les autres qui n'ont pas le droit de le faire. Ce sont les autres qui doivent être punis par la loi. Donc quand on a une victime, il faut vraiment lui dire qu'elle n'y est pour rien, que les autres sont fautifs. Ce n'est pas de sa faute à elle. Et ça, c'est vraiment très important pour qu'au moins elle se dise « j'ai un soutien, quelqu'un me dit « je suis avec toi de façon inconditionnelle et tu n'as rien fait de mal ». Ça, c'est vraiment le message à délivrer en urgence à tout jeune victime de harcèlement. Quel que soit le harcèlement d'ailleurs. Hein. C'est toi qui es harcelé, c'est les autres qui sont en tort, ce n'est pas toi. D'accord? Et je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé avant. Pour l'instant, on te défend toi. Et ça, c'est vraiment un truc essentiel hein, quand on est parent, c'est tout de suite de dire « tu n'y es pour rien, je te soutiens à 100%. » Il faut que l'enfant il sente que ses parents sont avec lui. Donc, soutien apporté à la victime doit être sans faille. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur le cyberharcèlement. Bon, c'est assez court parce qu'on va retrouver les mêmes mécanismes que dans le harcèlement, sauf qu'on va être dans quelque chose qui va être multiplié par 10, par 100, par 1000, hein, au niveau du nombre de personnes impliquées dans le harcèlement. Et puis, surtout, il n'y a plus de lieu privé où on peut se réfugier. Autrefois, il n'y avait pas, on rentrait chez soi, le harcèlement c'était terminé. Là, le harcèlement, c'est 24 heures sur 24. Et donc, c'est encore pire, les conséquences sont encore pires pour l'enfant, pour le jeune, que le harcèlement purement scolaire. Je vous remercie.